fait ça suite à la promotion partie qu'on vous propose. Donc, si vous passez par nos liens d'affiliation et que vous déposez 10 euros ou 20 euros, vous aurez respectivement 15 euros de ticket ou 40 euros de ticket. Et on vous ajoute à ça 3 mois d'abonnement Silver pour vous accéder à toutes les vidéos de Poker Academy et également je vous fais cette série donc du coup spécialisée pour les spins puisque vous aurez des tickets liés à ça. Donc ça fait 5 ans maintenant que je joue le format, 4 ans que je le coach et quasiment 3 ans et demi à peu près que ce soit via Poker Academy. Et j'ai remarqué qu'il y a 10 erreurs fondamentales à éviter avant même de voir des choses beaucoup plus poussées et je décide de vous les partager ici de manière on va dire de la plus importante à la moins importante même si selon moi elles devraient toutes être respectées. Alors, c'est parti. Le plus gros problème en général, c'est de jouer dans des mauvaises conditions. Donc le poker étant catalyseur de problèmes, ben, lorsque vous n'allez pas vous sentir bien, que vous allez avoir des soucis de famille, d'argent, de santé, etc. Souvent on se dit, bah vas-y, j'aime bien le poker, je vais en faire un petit peu. Et on se rend compte que quand on gagne, on n'est pas spécialement content, ça nous aide pas énormément. Et quand on perd, par contre, ça augmente les problèmes. Et on part parfois dans une boucle de on n'a toujours pas de chance, etc. La vie nous en veut et tout. C'est vraiment le truc principal que j'ai remarqué, donc faites attention, hein, d'accord? Je préfère, c'est un message d'avertissement qui marche pour tous les jeux, etc. Faites attention, jouez d'abord pour le plaisir et jouez toujours dans des conditions où vous êtes plutôt favorable. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner avant tous les trucs techniques qu'on va aborder plus tard. Attention à pas être trop fatigué et également à avoir le matériel, hein, c'est trop bête, mais une déconnexion, bah, ça peut vous faire perdre plusieurs heures de parties grattées où vous jouez bien. Et c'est trop dommage. Voilà, vérifiez bien que votre téléphone est chargé, que les applications soient à jour, votre ordinateur pareil, rien qui vient vous déranger. En général, être dans les bonnes conditions, c'est le point le plus important. Alors ensuite, ne pas respecter le bankroll management, donc ce qu'on appelle BRM, c'est donc la gestion de votre capital de poker. Euh, et souvent, on part avec pas assez de nombre de fois la mise euh, qui c'est nécessaire pour encaisser ce qu'on appelle la variance, donc la chance et malchance qu'il y a dans le format. Et donc du coup, faites attention parce que souvent on s'invente des raisons de pas le faire. On se dit qu'on a un bankroll management agressif. On se dit ben du coup j'ai un edge sur mes adversaires. C'est une phrase qu'on entend très souvent et parce qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas bons. Mais est-ce que parce qu'ils sont pas bons, les joueurs bons qu'on rencontre, on les bat? Est-ce que parce que les joueurs sont pas bons, est-ce qu'on fait les plays qui permettent de les punir? Est-ce que lorsque l'on joue contre certains joueurs, est-ce que la commission du site ou la variance fait qu'on peut encaisser tout ça? Attention. Donc ça arrive aussi quand les gens ont notamment gagné une grosse somme ou qui gagnent bien leur vie. Attention à ne pas forcer. Ça va pas être pas la raison pour laquelle vous allez monter de limite. Hein, notamment, c'est plutôt quand vous avez le niveau que vous montez de limite. D'accord? Pas forcément parce que vous avez de l'argent. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui disent oui, je gagne 5000 euros dans ma vie, du coup j'ai besoin de jouer en 100 euros pour avoir de l'adrénaline. Je dis ok, ok. Du coup, l'adrénaline, elle redescend un petit peu quand tu fais des plays perdants qui se cumulent là comme ça. Donc c'est pas forcément nécessaire. Essayez plutôt d'être content lorsque vous faites des bons coups, d'être content lorsque vous arrivez à raisonner. Et du coup, vous aurez beaucoup plus d'adrénaline après, en ayant appris les bases au fur et à mesure, de monter de limite. Et à ce moment-là, là, vous pourrez avoir un petit peu plus d'adrénaline dans des limites plus hautes, mais sinon, ça risque d'être souvent lié à la déception. Et quand on ne connaît pas le bankroll management nécessaire, donc je développerai un petit peu plus en fonction de vos gains théoriques, on développera sur des choses un petit peu plus poussées dans d'autres vidéos, ce point-là, de combien de fois est-ce qu'il faut avoir la mise, mais attendez-vous à ce que ça tourne autour de 120 à 300 fois selon votre niveau. Hop. Ensuite, jouer pour apprendre plutôt qu'apprendre à jouer. Donc ça, c'est pareil, beaucoup de personnes font parfois des milliers de parties pour se dire, ah, je veux positionner mon niveau. Ils connaissent pas les bases, ils connaissent pas ce qu'il faut faire, ils appliquent quasiment enfin, aucun accomplissement de play de poker, il n'y a pas beaucoup de logique, c'est juste beaucoup souvent lié aux émotions. Et ils disent, oui, mais j'ai lu une fois qu'il fallait que je fasse des milliers de parties pour connaître mon niveau. C'est vrai, mais une fois qu'on a appris ce qu'il fallait faire, parce que sinon, donc, vous allez bah, répétez des erreurs au fur et à mesure et vous allez vous retrouver à pas réellement apprendre à jouer et du jour au lendemain, tout le temps j'entends des gens dire ah ouais demain je joue bien, demain là je ferai pas ça. Mais en fait s'ils n'ont pas identifié ce qu'il fallait faire à la place, bah, le lendemain ils referont la même chose.
voyez. Et même quand ils commencent à apprendre, parfois, nous leur conseille souvent de faire une pause du jeu, parce qu'ils vont commencer à apprendre des nouveaux concepts sans savoir la suite des coups qu'il faut faire, et donc du coup, ben, ils vont se retrouver un petit peu coincés, donc attention, ne pas rentrer pas trop forcément là-dedans, et c'est plutôt de vous dire, ok, je vais regarder, par exemple là, vous avez un abonnement pour Poker Academy, vous dites, tiens, je vais le regarder, d'abord les vidéos, et après je vais lancer mes petits tickets, vous voyez. Alors faites attention, ils sont valables que pendant une semaine, hein, mais vous pouvez toujours faire dans cet ordre-là. Déjà, c'est une approche qui est beaucoup plus logique, vous voyez, d'apprendre, et plutôt, voilà, imaginez que vous jouez tous vos tickets, vous dites, bon, bah après je vais regarder la vidéo, ah mince, j'aurais regardé cette vidéo-là, j'aurais pas fait ça. Donc, c'est un petit peu dommage, faire les choses dans l'ordre. Donc, et seulement ensuite, après vous êtes forgé et vous allez vous forger une expérience contre les joueurs avec les bons plays où ils vont agir face aux plays qui existent et ça sera du coup très bénéfique pour vous. Quatrième point, réfléchir aux mains profitables. Donc, si vous mettez dans des situations où vous ne pouvez pas gagner de base, ça sert à rien d'essayer de savoir comment jouer la dernière carte à la river ou à la turn, si déjà pré-flop ou flop vous faites des plays qui sont pas profitables. Donc il faut que vous pensiez que lorsque vous jouez chaque situation pour rentrer dans des coups rentables. Vous ne jouez pas parce que vous vous sentez bien avec votre main, vous ne jouez pas pour toucher des tirages, vous ne jouez pas pour piéger votre adversaire absolument avec une main, etc. si c'est pas rentable de la jouer comme ça. Votre but unique est de jouer le play le plus rentable. Vous voyez. Et si vous avez cette approche-là, du coup, vous allez voir que déjà, hein, on le connaît hein, certainement, on dit ah si je touche quand même un petit truc et tout. Vous savez que c'est pas rentable, vous savez qu'il faut pas, vous savez que vous touchez pas souvent, vous savez que ça coûte cher d'y arriver, mais vous y allez quand même. Et bien ça, cette barrière-là aux émotions, ça va être un des premiers trucs sur lesquels il va falloir que vous travaillez. On développera un petit peu quelques tableaux lors de prochaines vidéos. Créer des coups du coup qui sont impossibles à jouer parce que lorsque du coup les pots sont trop gros par rapport à la force de votre main, aux chances que vous avez de toucher, aux mains fortes que vous pouvez représenter, bah ça va être compliqué. Et du coup ça va de nouveau limiter votre progression. Miser sans rien accomplir. Alors, de manière générale, au poker, on verra qu'il y a trois raisons de miser que je vais développer juste après, qui sont, vous les voyez déjà écrits. Mais souvent, j'en entends d'autres. Souvent, ça peut être, je mise parce que je sais pas comment gagner autrement. Je mise parce que j'ai envie de protéger. Je veux pas absolument pas qu'il touche. Je mise pour l'information. Sachez que quand vous allez miser, même quand vous allez checker, vous allez toujours avoir une information, hein. L'adversaire va ensuite faire des moves plus tard. Lorsque vous misez pour protéger, bien souvent, on verra que ce sera un accomplissement qui est lié juste à ce que votre adversaire ne touche pas sur la quatrième carte, alors qu'il a déjà de fortes chances d'avoir touché sur les trois premières, et c'est beaucoup plus probable que ce soit déjà le cas qu'il ait touché. Alors pourquoi miser juste par feeling? Voilà, ça va être des choses comme ça qu'on va essayer d'un petit peu de travailler. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, hein, des barrières mentales, des mauvais automatismes, c'est des choses qu'on se crée tout seul lorsqu'on est autodidacte. Et si vous avez la chance de commencer un petit peu presque sans base, et ben finalement directement commencer avec les vidéos, ça va vous permettre d'instaurer des bonnes choses, des bons thinking process qu'on appelle, des bonnes façons de raisonner. Donc les raisons pour lesquelles on va miser, pour moi dans l'ordre, ça serait là d'abord ce qu'on appelle l'avantage de range. C'est lorsque vous allez avoir l'ensemble de vos mains dans une situation qui sont qui sont tellement fortes par rapport à votre adversaire que même les mains moyennes, celles qui n'accompliraient ni value ni bluff, qui sont les deux autres raisons qu'on va développer juste après, vont intervenir, c'est-à-dire que vraiment même les mains moyennes, on peut mettre la pression avec parce que notre avantage de main forte est tellement important que on peut dès à présent nous faciliter la stratégie et souvent bet toutes nos mains ou une grande partie de nos mains, même celles qui n'accomplissent ni value ni bluff. Donc la deuxième raison, ça va être la valorisation. Donc ça va être qu'on appelle value, hein, souvent vous entendez value bet. Donc ça sera faire payer moins bien plus de 50% du temps, d'accord. Et on verra que même c'est pas parce qu'on fait payer moins bien que 50% du temps qu'on est forcément en value, on n'est pas obligé de le faire si on a une certaine cap, mais en tout cas mathématiquement et la définition ça serait ça. Et pour finir, le bluff. Donc on dit toujours d'abord les valorisations avant les bluffs parce que ça va nous permettre de savoir à quel point on peut représenter des mains. Si vous avez des mains fortes, vous allez pouvoir représenter un certain nombre de mains faibles. Donc on essaie toujours de dire est-ce que je suis avantagé dans ma range? Est-ce que je suis en valorisation? Et une fois que j'ai fait la liste de mes valorisations, on va dire bah, quels sont mes bluffs pour équilibrer. Et du coup, un bluff, le but c'est de faire passer une main qui est mieux ou égale. À défaut, si vous savez pas quel play faire, choisir toujours le play qui coûte le moins, donc qui sera souvent le check ou le fold. Euh,
Si vous hésitez, vous engagez pas dans des coups qui coûtent cher, vous allez énormément regretter d'avoir perdu beaucoup de vos tapis. Euh, Dites-vous, ok, ce coup-là, je l'ai pas trop étudié, je sais pas trop comment jouer, ça risque de me coûter cher. Je fuis, je vais le travailler plus tard, mais en attendant, je vais jouer plutôt les coups suivants qui seront certainement beaucoup plus profitables, où je serai plus à l'aise. Voilà. C'est un aveu de faiblesse au départ, mais au court terme, hein, vous allez retravailler ça juste derrière. Sixième raison, ne pas respecter l'initiative. Alors qu'est-ce que c'est que l'initiative? Bien souvent, j'entends, c'est le joueur qui a la position. C'est pas ça. On peut limper en small blind, se faire relancer en big blind, ce qu'on appellera un ISO, et call en small blind, et à ce moment-là, on n'a pas l'initiative. Et pourtant, nous sommes en position. Donc il faudra faire attention lorsque on évoque ça. Ça va être plutôt le joueur qui a voulu investir de lui-même le plus de jetons pré-flop. Donc si on complète et que l'autre check, on a complété, donc on a un peu filtré nos mains, ce qu'on appelle notre range. Et donc du coup, elle est un petit peu plus forte, ce qui nous permettra souvent, sur la plupart des situations, de miser, alors que l'adversaire, lui, n'aura pas le droit, il sera majoritairement dominé. Donc l'initiative, c'est ça, et c'est qui a le droit de miser par rapport aux actions qui sont passées avant et aux mains qui sont chez les deux joueurs. Il possède du coup un avantage de range le poussant à faire grossir le pot, donc évidemment celui qui est avantagé a plus envie de miser et a plus de mains fortes et a plus envie de faire grossir le pot. Et l'autre joueur souhaite donc majoritairement garder le pot petit ou prendre le c-bet bluff adverse. Donc l'idée c'est que l'autre il est plutôt dominé, il se dit soit bon je vais devoir lâcher puisque j'ai rien et je sais que l'autre il a plein de bons trucs, soit s'il a une main qui est moyenne ou forte, il va se dire ok, là je vais l'assumer, mais vu que l'autre il est avantagé, je vais le laisser miser et prendre au moins sa mise et après je le relance par-dessus, mais ça m'assure au moins ce qu'on appelle son continuation bet, c'est-à-dire sa mise qui suit le fait qu'il a l'initiative. Oups, je reviens en arrière. Et septième raison, mal utiliser un HUD. J'aurais pu la mettre un petit peu plus tard parce que plusieurs d'entre vous ne savent certainement pas ce que c'est, mais par habitude d'un autre format, notamment le cash game ou les MTT, vont l'utiliser. C'est ce qu'on utilise dans des trackers, ça va être des statistiques qui sont extraites à partir des mains. Faites attention. Parce que bien souvent, c'est quelque chose d'assez avancé, surtout pour notre format. Notre format, on passe de 2 à 3 joueurs et les statistiques vont énormément changer. Donc, en petite limite, ça va pas vous servir parce que vous rencontrerez pas assez souvent les mêmes joueurs et ils auront pas assez le même niveau. Ça, en plus, vous poussera à ne pas assez prendre de notes. Donc, j'aime pas ce côté un petit peu flemme que donne le tracker. On n'a plus envie d'assez profiler, s'intéresser à comment jouent nos adversaires. Et puis, souvent, les statistiques ne sont pas rentables. Il faudrait avoir un grand nombre d'occurrences, de nombre de fois où on joue de la même façon dans la même position. Il faut que les gens jouent eux-mêmes de cette même façon et qu'ils ne changent pas à chaque fois, qu'ils s'improvisent pas des nouvelles choses pour pas qu'on se fixe à une idée de comment est-ce qu'ils jouent avec une main. Il faudrait savoir dans quel sens aller lorsqu'ils font telle erreur lorsqu'on voit une statistique. Et puis, il faudrait du coup connaître les statistiques. Et donc là, c'est un gros travail. Et sachez que c'est pas pour tout de suite. Moi, en général, je fais étudier ça quand mes joueurs passent des 10 aux 20, 25 euros. Donc attention à pas aller avant avec ces logiciels-là et de vous dire ah ouais j'utilise ça parce que c'est ce que les pros font et du coup je vais y aller aussi. Multitabler au lieu de profiler. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant par rapport au fait d'apprendre à jouer d'abord. Hein. Attention à pas envoyer beaucoup de tables de vous dire ah faut que je fasse du reg-back, que j'envoie voilà une multitude de tables pour gagner un tout petit pourcentage. Essayez d'abord que votre pourcentage de gain de retour sur investissement sur une table soit bon. Et pour ça, vous allez devoir définir les profils des joueurs. Et ça va vous permettre d'instaurer des super réflexes parce que du coup, tout ce que vous apprendrez à bien faire sur une table, ensuite vous le développerez sur plusieurs. Alors que si vous envoyez directement plusieurs tables, vous allez improviser un petit peu tout, être dépassé, et vous n'allez pas entraîner votre cerveau à bien identifier comment bien jouer un coup, à raisonner complètement, etc. Euh, Également, prendre des notes, ça va vous permettre de synthétiser un coup. C'est-à-dire que lorsque je demande à quelqu'un, prends-moi une note, qu'est-ce que tu prends en note? Parfois, je vois des longues phrases, des points qui sont pas essentiels, des choses qui pourraient être implicites, hein, de dire que lorsqu'on est dans une position de mettre le nombre de blindes et d'écrire big blind parce que j'ai libre machin et tout ça, bon, ça on s'en fout, on n'a pas besoin de faire un roman. Vous verrez que parfois, on pourra étudier ça, peut-être que je vous ferai ça dans une vidéo dans les silver. La prise de notes, vous allez pouvoir parfois en une vingtaine de caractères noter tout un coup. Hein. L'important, c'est souvent la position, la profondeur de jeton, l'action,
le type de board sur lequel la personne l'a fait, et puis un peu la conclusion, vous rappelez un petit peu le format sur lequel ça s'est passé. Ça, c'est les choses qui sont importantes. Euh, Bien jouer, c'est aussi diminuer la variance, puisque lorsque vous allez augmenter votre gain par table, vous n'allez pas à chaque fois vous réinscrire et gagner un tout petit pourcentage. Et plus votre gain par table est important, plus vous allez du coup avoir moins besoin d'une gestion de bankroll où vous avez beaucoup de mise, beaucoup de fois la mise, parce que vous aurez moins besoin de vous réinscrire souvent, et que lorsque vous allez lancer une table, elle vous sera très souvent rentable. Et pour finir, du coup, multitabler ensuite pour décupler vos gains. Ça sera votre accomplissement final. Raisonner avec sa main. Ok, c'est un point qui peut vous permettre de gagner dans les petites limites. Dire avec ma main, ah là j'ai envie de faire ça. Mais lorsque vous allez avancer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, si vous raisonnez avec votre main, lorsque vous allez miser, votre adversaire, il va dire, bah, quand il fait ça avec sa main, c'est qu'il a envie de ça. Et la personne va comprendre en fait ce que vous avez. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, ce sera de raisonner avec votre range, c'est-à-dire l'ensemble des mains que vous possédez, face au range de l'adversaire, et de vous dire, ok, là, qui est avantagé? Et c'est pour ça que le point essentiel de pourquoi est-ce qu'on mise, c'est l'avantage de range d'abord. On essaie de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, qui a l'avantage global, et après on crée notre stratégie avec notre main précise pour savoir si on est en value ou en bluff avec, ou si du coup on peut même la miser si elle est intermédiaire. Ça vous permet de pondérer également les arguments positifs et négatifs pour jouer votre main. Souvent j'entends un seul argument quand je pose la question en premier coaching, ce que j'appelle le coaching d'évaluation, c'est bah, pourquoi est-ce que tu mises? Et la personne, elle me dit une phrase. Elle s'arrête là. Toujours. C'est je veux pas qu'il touche. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Hein. Je veux pas qu'il touche. Je veux protéger. Je me sens bien. Elle a l'air fort. Là, je peux value contre telle main. Mais il me dit, parle pas de l'ensemble des mains que l'autre il peut posséder. Hein. Il va miser parfois une hauteur et il va me dire, je peux value contre hauteur en dessous ou contre un tirage. J'ai d'accord, mais est-ce que tu dois pas aussi me dire toutes les mains contre lesquelles tu risques de te value cut, c'est-à-dire de miser alors que tu es derrière et de faire grossir le pot alors que ça n'a aucun intérêt. Donc ça va être un autre point essentiel. Pareil, on va le développer un petit peu plus et les vidéos vont beaucoup vous aider pour ça. Et du coup, de retenir les stratégies par position et profondeur et non par board. C'est-à-dire que quand on voit un flop, parfois, vous voyez souvent sur les forums ou lorsque vous discutez avec un ami, je sais pas si vous avez des amis qui sont un petit peu amateurs dans le poker, ils vont souvent vous dire comment jouer cette main, comment jouer ce flop. Et ça, il n'y a pas de réponse parfaite en fait, parce que on va pas jouer de la même façon en spin un flop quand il y a deux joueurs, quand on a 10 blindes, que un flop quand il y a 3 joueurs lorsqu'on a 25 blindes et qu'il y a 2 joueurs dans le coup, ou en cash ou en MTT. C'est pas fixé. Le plus important, c'est que vous associez finalement les ranges des deux joueurs dans la situation. Et là, vous verrez que d'une situation à une autre, un flop ou une main va être joué de manière complètement différente. Et donc, du coup, il n'y a pas de stratégie toute faite par rapport à ça. C'est plutôt sur les types de board à une certaine profondeur, dans une certaine position, qu'on va avoir une stratégie qui, là, pourra être récurrente. Et pour finir, se fixer des objectifs financiers. Souvent, je vois des personnes qui me disent, oui, là, sur cette période, je dois gagner tant. Bah non, tu le contrôles pas. Donc, tu peux te fixer ce que tu veux. Si tu arrives à cet objectif-là, tu vas dire, ah, coup, je l'ai atteint, et puis tu vas t'en remettre un improvisé, et tu vas peut-être après te reposer un petit peu sur tes lauriers. Ou si tu n'y arrives pas, tu vas être déçu de toi, alors que ça se trouve, tu as tout bien fait. Hein, et du coup, c'est un petit peu dommage de se fixer des objectifs sur quelque chose qui n'est pas, on va dire, fixe finalement. On veut se fixer sur quelque chose qui n'est pas fixe, sur quelque chose qui est un petit peu plus aléatoire. C'est mieux que vous vous fixiez des objectifs de temps de jeu, de temps de travail de votre jeu, de, euh, de, de regarder une vidéo, de faire tel exercice à vous entraîner, de calculer des cotes, essayer d'apprendre des tableaux, essayer d'apprendre des situations repères, essayer de comprendre un concept. Voilà, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi éventuellement du coup un nombre de tables à essayer d'atteindre. Mais il ne faut pas que vous forciez, en fait, tout doit se faire naturellement. C'est-à-dire que quand on met des objectifs à l'avance, et surtout pour notre format en spin, c'est souvent, si on n'est pas formé avant, c'est souvent plutôt quelque chose où on se lance et après on reste là-dedans. Et j'ai vu, je vous assure, des gens dire, ah là, je veux pour atteindre tel gain hebdomadaire ou tel statut, je veux jouer, 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 je veux arriver à ça. Et en fait, ça ressemblait à rien. Les personnes perdaient beaucoup plus que si elles s'étaient focalisées sur un plus petit objectif
en adéquation avec plutôt de la qualité de jeu. Et donc du coup, partez plutôt là-dedans. Le poker, ça met un certain temps à apprendre. Et essayez d'aller à votre rythme à ce niveau-là, mais vous dites pas là je dois gagner tant, là je dois gagner tant, à part si un jour vous voulez vous lancer pro évidemment et que vous avez un objectif financier sur le moyen long terme, mais à ce moment-là, c'est des choses qui se font accompagner tout ça, et ça vous concernera peut-être pas tout de suite, en tout cas pour les vidéos qu'on va vous faire dans cette série, ce sera pas le but c'est déjà que vous vous amusiez un petit peu, que vous rendiez compte de la viabilité du format et à quel point il est fun, et puis après on discutera du reste plus tard. Et donc du coup, je pense que j'ai un petit peu voilà, privilégié la réflexion, le contrôle de soi, la rigueur sur le temps et les conditions de jeu. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle. Et c'était Blagos pour Poker Academy. Ciao ciao!